les trésors pharaoniques. Hier, il y avait une conférence avec le ministre du Tourisme qui parle d'une éventuelle découverte du tombeau de la reine Néfertiti. Pourquoi, si on trouve ce tombeau, ça s'avère une découverte très importante. Et également, nous allons parler d'autres trésors de l'Égypte pharaonique engloutis. Et tout ça avec notre invité pour aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir Dr Maï Zaki, professeur d'archéologie à la faculté de tourisme et d'hôtellerie. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors tout d'abord, Dr Maï, nous voudrions savoir pourquoi il y a beaucoup concernant la reine Néfertiti, beaucoup de polémiques actuellement où se trouve son tombeau. Pourquoi jusqu'à maintenant on n'arrive pas vraiment à localiser le tombeau de cette reine? Néfertiti était la femme du roi Akhenaton, donc la fin de la 18e dynastie. Pendant cette époque, il y avait beaucoup de problèmes entre les rois et les prêtres. Akhenaton a changé la capitale de l'Égypte, de Luxor à Tal al-Amarna, Minier actuel. Puis il a retourné une deuxième fois à Luxor. Donc pour les tombes, il y a un nombre de tombes creusées à Minier, à Tal al-Amarna, et un autre nombre creusé à Luxor. Les problèmes qui étaient causés à la fin du règne du roi Akhenaton a mené que la momie même du roi Akhenaton n'est pas connue où elle existe actuellement et s'il a un tombeau à Tal al-Amarna ou non. La même chose pour sa femme. C'est pour cela qu'on ne peut pas localiser le tombeau de la reine jusqu'à aujourd'hui. On pense que probablement le tombe existe derrière la tombe du roi Toutankhamon. Si on parle de la tombe du roi Toutankhamon, il a été découvert dans la vallée des rois. Bien sûr. Okay. Il y a une certaine, je dirais, un point déjà soulevé par M. Zahi Hawass, qui est un des grands archéologues égyptiens, égyptologues même, c'est que Néfertiti est une reine et elle ne doit pas être enterrée dans la vallée des rois. Comment estimez-vous ce... C'est pas obligatoire, mais nous avons d'autres femmes enterrées dans la vallée des rois, comme par exemple Toya. C'est une femme même d'un haut fonctionnaire. Elle a été souveraine ou elle a été... Non, elle était la belle-mère d'un des rois de l'Égypte, qui est Amenophis III. Oui, elle est enterrée. Oui, dans la vallée des rois. Parce que la vallée des reines on a commencé la construction des tombes à la vallée des reines avec la 19e dynastie. Or, Néfertiti, c'est une des femmes de la 18e dynastie. Oui. Pourquoi la reine Néfertiti est très célèbre? Est-ce que c'est grâce au buste où il y a un rôle historique dont elle a vraiment incarné au cours du règne d'Akhenaton? Il y a un grand rôle de la reine Néfertiti et le rôle aussi du roi Akhenaton. Parce qu'il était marié avec 6 femmes. Néfertiti est la première, mais après il était marié avec 3 de ses filles et une femme asiatique, qui s'appelle Kia, qu'on ne sait pas exactement maintenant où elle était enterrée elle aussi et quelle est sa nationalité exactement. Néfertiti a dû suivre son mari dans la révolution religieuse, artistique, mais après, à la fin du règne, elle a changé totalement d'avis, elle a quitté le palais, elle a resté toute seule dans un palais qui est construit au nord. Après son buste et le problème de son buste, comment les Allemands mettent le buste aujourd'hui dans leur musée, comment il est exposé, tout ça bien sûr a fait de la reine Néfertiti une femme et une reine très importante pour nous. Où les Allemands ont trouvé ce buste quand même Le buste était trouvé ici en Égypte, à Tal al-Amarna, dans un atelier d'un sculpteur ancien égyptien. Et il était transféré en Allemagne d'une façon refusée, si vous voulez, parce qu'ils ont dû le casser en plusieurs parties, le couvrir avec de la boue et le faire sortir en sorte de fragments qui n'ont pas de valeur. Or là-bas, ils ont nettoyé le buste, les parties, et ils ont fait la restauration. Ça veut dire que ce n'était pas une façon légale pour faire sortir les objets, les chefs-d'œuvre de l'Égypte. Oui. C'était en 1913. Oui. Alors, il y a également d'autres fouilles très intéressantes qui ont lieu en Égypte, des fouilles sous-marines. Et
les trésors trouvés grâce à ces fouilles. Bien sûr, on cherchait les trésors d'Alexandrin et également d'Alexandre le Grand, pardonnez-moi, également la reine Cléopâtre. Jusqu'à maintenant, ça reste également un grand énigme où se trouve le tombe de Cléopâtre. Oui, récemment, on a vu une exposition au sein de l'Institut du monde arabe à Paris qui exposait quelques pièces trouvées au cours de ces fouilles qui s'appellent Osiris, mystère englouti d'Égypte. 250 objets issus de cette année de fouilles sous-marines. Parlez-nous alors de l'importance de cette découverte, de ces trésors qui se sont vraiment trouvés au fond de la mer, et ça appartient à quelle dynastie? Les fouilles sous-marines, surtout au lieu d'Abou Qir ou bien Canop, normalement c'est pour découvrir les objets ou bien les chefs-d'œuvre sous-marins bien sûr, ou bien engloutis sous la naufragés ou bien trouvés sous la mer. Ces objets-là n'appartiennent pas aux dynasties égyptiennes, appartiennent plutôt aux périodes gréco-romaines. Parce que là-bas, période grecque, ils ont construit la capitale de l'Égypte en Alexandrie. Or, chaque fois qu'ils avaient des temples ou bien des constructions, avec le temps, quand elle était détruite ou bien démolie, elle était sous la mer Méditerranée. Une fois ils ont commencé ces découvertes ou bien ces fouilles-là, ils ont pu découvrir un grand nombre d'obélisques, de statues qui représentent les Ptolémées ou bien les rois qui ont gouverné l'Égypte pendant cette époque, en plus des statues qui appartiennent aux dieux. Les dieux qui ont été gardés par les Ptolémées, par exemple, nous avons le dieu Osiris qui avait une très grande importance à Canop. Il était adoré là-bas sous forme d'un vase ou bien d'un jarre avec la tête humaine, d'un être humain. Et bon, ces trésors engloutis ou naufragés, c'est grâce au temps qui est passé, ou également c'était une façon de cacher ou dissimuler ces richesses? On ne sait pas vraiment. Mais cacher sous la mer, c'est probablement une façon qui ne conserve pas bien les objets parce que la mer abîme. Peut-être que ça a été émergé par Voilà, c'était émergé avec l'eau de la mer. Parfait. Si on passe à un autre sujet qui prend le devant de la scène en Égypte, les scans du pyramide. Alors, qu'en pensez-vous et quel est ce changement, je dirais, de température qui a été remarqué par cette recherche? On a parlé de températures différentes de quelques pierres au milieu de pierres qui ont une température moins élevée que ces pierres. Parlez-nous. Vous savez, je suis comme vous. Ça veut dire j'ai suivi tout ce qui se passait, tous les événements. Je ne suis pas spécialiste, mais ce que j'ai entendu, c'est que la température doit être la même pour tous les blocs de la pyramide. Eux, ils ont trouvé qu'il y a quelques blocs qui sont beaucoup plus chauds, bien la température est beaucoup plus élevée que d'autres. Oui. J'ai entendu aussi dire que ces blocs-là sont restaurés. Donc, ils n'appartiennent pas à la construction primitive. Restaurés avec des matières chimiques, par exemple, et qui ont causé cela? Plus nouvelles, quand même. Voilà, des blocs nouveaux qui ont été ajoutés au corps de la pyramide elle-même pour bien supporter la base de la pyramide. Et ça peut dire que la température doit changer avec des blocs qui ne sont pas originaux du site. Oui, mais nous sommes curieux également de savoir qu'est-ce qu'on cherche dans la Grande Pyramide actuellement. Est-ce qu'il y a des secrets qu'on n'a pas encore dévoilés concernant cette pyramide? Oui, on imagine. On imagine qu'il y a des secrets, il y a des couloirs. Vous savez, si vous suivez un peu les dramas, les cinémas, les films même européens, on a toujours l'idée des couloirs secrets, des chambres secrètes, des cadavres, des momies, des scarabées qui courent à l'intérieur de la pyramide. Ils ne peuvent pas imaginer qu'une pyramide de grandeur pareille, avec une hauteur de 137 mètres actuels, normalement 146 mètres de hauteur, avec toute cette superficie, contient seulement 2 chambres et 2 ou 3 couloirs. Donc ils imaginent qu'il n'est pas massive, au contraire, qu'il contient d'autres couloirs et d'autres chambres. Oui. Excusez-moi, mais la nouvelle technologie peut vraiment être utilisée afin de découvrir tous ces tombeaux ou toute cette richesse dissimulée. C'est-à-dire, est-ce qu'à travers les satellites et les images par satellite, on ne peut pas découvrir où était enterré Néfertiti et qu'est-ce que se trouve dans la pyramide sans fouiller à l'intérieur? Je pense qu'ils vont utiliser quelque chose comme ça parce qu'ils hésitent beaucoup avant de casser
un mur pour pénétrer et chercher ce qu'il y a derrière ce mur-là, surtout pour la tombe de Toutankhamon. La chambre funéraire dont il cherche les chambres secrètes, les 2 chambres secrètes, c'est la seule chambre qui contient des scènes. La seule chambre décorée de la tombe. Donc c'est impossible de casser ou bien de faire une ouverture pour pénétrer sans être bien sûr qu'il y a d'autres chambres derrière. Donc je pense qu'ils vont utiliser toute cette technologie. Alors les Égyptiens, les pharaons, ils respectaient beaucoup la mort, ils ont construit des pyramides et momifié les corps afin de préserver tout ce qui est matériel pour la vie d'au-delà. Mais pour la vie elle-même, qu'est-ce que les pharaons ont construit qu'on peut constater aujourd'hui qui respectent et qui aiment la vie? Bien sûr, ils vivaient dans des villages et dans des maisons. C'est vrai qu'ils ont construit les maisons avec de la brique crue. Et c'est pour cela qu'elles n'existent plus aujourd'hui. Mais nous avons encore des villages, comme le village de Deir el-Medina qui se trouve à Luxor, sur la rive ouest du Nil. C'est un village complet avec 60 maisons, avec des rues, avec un mur d'enceinte qui entoure le village, des portes. Nous avons même des plans des maisons qui contiennent plusieurs chambres, des escaliers, des colonnes, des magasins, tout, des salles de bain. Docteur Maïsi, on parle des fouilles. Pourquoi ils ne sont pas, par exemple, concentrés un tout petit peu sur de tels endroits que Thèbes ou Luxor et Assouan, et surtout avec sous le Nil. Bien sûr que le Nil a changé de courant plusieurs fois et il se peut qu'il engloutit d'autres monuments quand même. Voilà. Pour la première partie de votre question, pourquoi on concentre les fouilles à Luxor, non pas Assouan, mais c'est Luxor le plus, et Héliopolis, parce qu'ils étaient des capitales, normalement, de l'Égypte. Ça veut dire que la vie était concentrée elle-même dans ces lieux-là, donc c'est normal de trouver les tombes, les maisons, les richesses, les trésors, tout ça dans ces lieux. Pour la question du Nil, il n'a pas changé de courant actuellement, parfois il était plus grand, plus petit. L'inondation, bien la crue du Nil, abîmait un grand nombre de monuments, parce que les monuments étaient construits surtout en calcaire. Ça veut dire que chercher, par exemple, au delta, malgré que le delta contenait beaucoup de lieux archéologiques aussi, des villes également très importantes, puisque on donnait beaucoup d'importance à l'agriculture, mais chercher là-bas, c'est impossible. Ça veut dire de trouver quelque chose. La boue du Nil, bien sûr, qui est apportée par la crue du Nil, a abîmé tout ce qu'il y avait là-bas. Justement, concernant les fouilles au delta, il y avait également des capitales au delta pour les pharaons. Alors là-bas, est-ce que ne se trouve pas des tombeaux, des temples? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Pourquoi c'est pas connu et c'est pas vraiment propagé? C'est pas bien conservé. Ça veut dire que c'est impossible de faire un voyage et chercher à voir des monuments qui sont démolis, qui sont abîmés, qui ne gardent pas leur couleur, qui ne sont pas bien conservés. C'était en quelle dynastie que les pharaons ont choisi le delta? Parce que là, on parle de préservation. Depuis l'aube de l'histoire, parce que là-bas où ils vivaient, ils faisaient leur agriculture et tout ça, les Hyksos, qui étaient une sorte d'attaque pour l'Égypte pendant la 15e dynastie jusqu'à la 17e dynastie, gardaient Avaris, qui est près de Tal Basta, qui est à Shar'eya aussi, puis Ramsès, la capitale du roi Ramsès II, durant la 19e dynastie. Ça veut dire tout le temps, on avait dans le delta plusieurs villes. Et également d'autres trésors qui se trouvent à Siwa. Oui, bien sûr. Oui, ça revient à quelle dynastie? Il y avait un temple du dieu Amon à Siwa et Alexandre le Grand avait insisté à visiter ce temple-là. Est-ce qu'il est enterré là-bas? Il y a des scénarios qui le disent. Non, il n'est pas enterré là-bas parce qu'il est revenu une deuxième fois à Alexandrie après sa visite à cette oasis. Mais n'oubliez pas que les oasis du désert occidental sont des oasis très dangereux à cause du chemin, parce que le chemin demande des guides pour leur guider là-bas. Plusieurs armées, plusieurs personnes ont été enterrées complètement sous le désert, sous le sable du désert occidental. Oui. Alors on revient au scénario que Alexandre le Grand est enterré à Alexandrie, ça c'est sûr? Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Du coup, alors, pourquoi on n'a pas vraiment aujourd'hui des informations précises sur le sort
de quelques-uns de ces grands rois ou ces pharaons et reines également, comme Cléopâtre, Néfertiti, Alexandre on n'a le pas leur Grand. momie, on n'a pas le corps. Oui, mais pourquoi l'histoire ne nous dévoile pas le sort de ces personnes? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Mm. Il y a des documents qui manquent. Mm. Une fois qu'on trouve ces stèles ou bien ces documents et on va déchiffrer ce qu'il est écrit là-dessus, on va savoir ce qui manque, les pièces qui manquent ou bien les parties qui manquent de l'histoire. Le déroulement de l'histoire ne peut pas nous guider seul à trouver ces monuments? Si, pour quelques rois, on est sûr et certain de leur sort, Oui. qu'est-ce qu'ils ont fait, et nous sommes sûrs. Par l'étude des momies, par exemple, comme la momie de Seqenenra qui est mort pendant une guerre. C'est-à-dire, en étudiant la momie, on a su qu'il a eu tel et tel coup sur le visage, sur la tête, sur le crâne. Il est mort à l'âge, par exemple, de 40 ans. Tout ça, on a pu savoir d'après la momie elle-même. Ce n'est pas une mort naturelle, il est normal. Il est mort dans une guerre, attaqué de bas en haut parce qu'il était debout sur un char de guerre et les ennemis étaient sur terre. Parfois, on est sûr et parfois, on n'a pas de documents, on n'a pas vraiment... pour les maladies, par exemple, on ne peut pas savoir pourquoi ils sont morts, surtout parce qu'ils sont morts, la plupart d'eux sont morts très jeunes. Hatshepsut, on a également des théories concernant sa mort. Pas tout à fait, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes familiaux avec son neveu. Probablement, il l'a tué, on ne sait pas exactement. Même la momie, on a trouvé un corps qu'on a dit que probablement c'est le corps d'Hatshepsut, mais nous ne sommes pas encore sûrs. Alors un jour, on peut vraiment changer d'avis à propos de tout ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant concernant ces familles, leurs relations, comment l'histoire s'est déroulée à cette époque. Oui, on peut faire une découverte qui change tout ça et le bouleverse. Chaque fois qu'on a une nouvelle découverte, on change d'avis. C'est pour cela que toujours je dis à mes élèves, on doit dire probablement, fort probable, on ne sont pas sûrs, parce que tout peut changer en un clin d'œil. Parfait. Si on parle des nouveaux systèmes de recherche scientifique à présent appliqués, tels que par exemple l'analyse thermique, est-ce que si on l'applique sur, par exemple, à Luxor avec plein de monuments, est-ce qu'on peut s'attendre à trouver de nouvelles découvertes, à mieux savoir l'histoire proprement? Bien sûr, parce que Luxor, c'est un lieu bâti complètement sur un trésor. Des tombes, des maisons, des villages, des temples. Et il y a plusieurs rois qu'on n'a pas encore trouvé leur tombe jusqu'à aujourd'hui, ni leur momie. Vous savez, les momies, la plupart des rois égyptiens n'étaient pas trouvées dans leur tombe. Les momies étaient trouvées dans des cachettes. Des cachettes de momies. Ça veut dire qu'on a trouvé 2 cachettes de momies à Luxor. Probablement un jour, on trouvera une 3e cachette. Il y a aussi des cachettes pour les statues. Parfois, on groupait les statues de valeur, bien d'importance religieuse, quelconque, et on les mettait dans des cachettes ou bien dans des cavernes qu'on appelait cachettes de statues. Ça veut dire que, d'après ces fouilles, probablement, on trouvera d'autres cachettes, d'autres tombes, et on trouvera à l'intérieur beaucoup de trésors. Il se peut qu'on trouve, par exemple, la momie du roi Khéops Non, parce que Khéops, c'est la 4e dynastie, c'est très ancien. Et pendant cette époque, la momification n'était pas connue. Ah, ok. Alors, est-ce qu'on a trouvé, par exemple, sa squelette? Non, aussi, parce que la pyramide était pénétrée plusieurs fois par les Arabes, par les anciens Égyptiens eux-mêmes. Et à ce temps-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'objets trouvés. Ça veut dire que quand on a trouvé la pyramide, elle était complètement vidée, à l'exception du sarcophage, bien sûr. Alors là, on voit pourquoi vraiment il y a des films qui parlent de mythes concernant les pharaons et l'égyptologie en général, parce que vraiment, il y a beaucoup de secrets à dévoiler actuellement. Les anciens Égyptiens nous ont laissé beaucoup de secrets pour chercher. En attendant de vraiment dévoiler ces énigmes et de les résoudre, on tient à remercier notre invité pour aujourd'hui, Dr Amaï Zaki, professeur d'archéologie à la faculté de tourisme et d'hôtellerie. Merci bien d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Je tiens à remercier ma collègue Moana, Dr Maï, merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de notre Bonjour l'Égypte. Et tout de suite, notre tournée dans la presse internationale. Au revoir.